Plein phare sur le mondial de l'automobile. Et oui, on est toujours en direct du Mondial de l'Automobile de Paris pour notre émission Plein Phare consacrée à ma voiture et moi. Depuis ce matin, 10 heures, nos invités se succèdent sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2.2 à l'EE. Nous parlons de l'actualité de l'automobile, nous découvrons également les coulisses de ce salon et sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Et avant de retrouver Florent Collange et son invité, quelques news de l'actualité de la route et des conducteurs. Florent Collange. Avec un nouveau rappel massif chez Toyota, le plus grand constructeur automobile japonais a annoncé ce mercredi qu'il allait rappeler près de 7,5 millions de voitures dans le monde pour un risque d'incendie que pourrait provoquer le système électrique des lève-vitres en France. 126 000 Yaris et Auris et RAV4 sont concernés. Autre news, BMW s'affirme comme le numéro 1 du haut de gamme. Depuis le début de l'année, le constructeur bavarois a écoulé 1 110 000 véhicules à travers le monde, un résultat en hausse de 8,6%. BMW devance ainsi Audi et Mercedes. Merci Florent. Florent, justement, vous êtes à côté de Christian Choly avec qui vous allez parler des différentes actions menées par l'Automobile Club Association. Oui, Anne-Sophie, on va commencer par une enquête qui est révélée tous les ans par l'Automobile Club Association. C'est une enquête concernant justement les autoroutes, Christian Choly. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, ces autoroutes françaises, comment ça se passe? Elles sont plutôt bien notées ou mal notées? Ah oui, elles sont plutôt bien notées, même si on s'en doute pas au départ. Je crois qu'on a une réputation. On va tordre le cou à tous ceux qui croient que les autoroutes sont il y a un mauvaises. certain nombre d'idées reçues. Donc c'est vrai que chaque année, en parlant plus spécifiquement là, des aires de service, on va tester des aires de repos, des aires de service. C'est un processus qui concerne entre 11 et 14 pays européens. Donc on passe à la louche un petit peu 70 aires de service sur l'ensemble des pays, dont 5, 6, 7, 8, 9 parfois en France. Et on regarde effectivement la qualité de ces aires de service. Et je crois que la France n'a strictement pas à rougir. Alors bien sûr, il y a toujours des points qui peuvent être améliorés en matière d'hygiène dans les toilettes, en matière de prix notamment qui sont pratiqués sur les aires de service. Mais encore une fois, les résultats sont plutôt généralement bons. Et on s'aperçoit notamment en matière de sécurité routière la circulation des piétons sur les aires de service pour rejoindre le restaurant ou les toilettes, etc. Donc tout ceci est généralement très bien fait au niveau des autoroutes françaises et je crois qu'on ne le dit pas suffisamment. Et même dans votre étude, il y a une comparaison. Si je prends un trajet depuis le nord de l'Europe jusqu'au sud de la France, soit par autoroute, soit par le réseau secondaire, là aussi, on va dire que l'autoroute l'emporte. C'était une comparaison qu'on avait voulu faire sur la qualité, effectivement, non pas des aires de service, mais du réseau lui-même. Et on avait fait des itinéraires nord-sud qui soit passaient par le réseau départemental et national ou par le réseau autoroutier. Et on s'était aperçu qu'effectivement, il y avait d'excellentes notations pour le réseau autoroutier français qui, même si on ne le sait pas assez, nous est souvent envié à l'étranger par des automobilistes qui sont ravis de venir sur le réseau français. Je ne voudrais pas qu'on taxe Autoroute Info, bien sûr, de faire du pro-autoroute, même c'est une évidence. Et comme vous venez de le dire, les sociétés d'autoroute en France ou les autoroutes d'une manière générale sont plutôt bien perçues par les conducteurs, mais il y a quand même des points négatifs. Bien sûr, il y a toujours des améliorations possibles. On peut parler de l'accès aux handicapés sur les aires de service. Ça, c'est un point noir, par exemple. Il reste, encore une fois, des points améliorés. Encore une fois, l'indépendance de nos travaux fait tout simplement que ça provient de 14 clubs européens. Donc il y a effectivement un processus de benchmarking qui... On ne peut pas être partie prenante, et comme vous ne l'êtes pas, vous non plus, par Nous sommes indépendants sur Autoroute totalement indépendants. Donc ces résultats sont incontestables parce qu'ils sont faits à l'échelle de 14 ou 15 pays européens. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des résultats objectifs. Il y a bien sûr, comme dans tous les pays, des points améliorés. Mais encore une fois, nous n'avons pas à rougir de la qualité de nos autoroutes en France. Alors comme ce n'est pas la France qui est le plus mauvais élève de la classe, c'est qui? On a de grosses surprises en Italie, on a de grosses surprises en Espagne, on a de grosses surprises dans les nouveaux pays accédant à l'Union européenne. Vous n'allez pas vous faire des amis, peut-être. Écoutez, les résultats sont là. C'est vrai que là-bas, il y a effectivement un grand nombre de surprises. Autre sujet qui tient à cœur à l'Automobile Club Association, c'est le budget de l'automobiliste.
on va dire depuis ces dernières années, ces 10 dernières années, le budget de l'automobiliste n'a cessé de croître. Si on se base sur les chiffres de l'an passé de 2011, le budget moyen de l'automobiliste aujourd'hui est de combien? Alors, on suit toujours, nous, depuis une quinzaine d'années, on suit en fait deux automobilistes. Le premier, c'est celui qui achète la voiture essence la plus vendue en France. L'autre achète la voiture diesel la plus vendue. Et donc, on le suit pour voir où il met son argent. Alors, en 2011, il a achat compris, bien sûr, réparti sur 4 ans parce que c'est le comportement le plus classique de l'automobiliste français. Il a dépensé 5 976 € en essence pour à peu près 10 000 km parcourus, et puis il en est à 7 600 € pour 15 000 km parcourus en diesel. Donc voilà vraiment les grandes données de la dépense qui sont faites annuellement par un automobiliste français qui achète son véhicule neuf en le payant à 80% à crédit. Voilà. Ben là, vous comparez, c'est toujours le même véhicule que vous Toujours prenez? le même. Justement, ça permet effectivement d'avoir un suivi au fur et à mesure des années, d'avoir chaque année le véhicule le plus vendu en France dans sa catégorie qui est suivi, que ce soit en essence ou en diesel. Ce qui permet effectivement d'avoir les mêmes paramètres tout au long de l'étude et de chaque année de voir la variation qu'il y a pu y avoir. Alors la voiture coûte de plus en plus cher? Oui, C'est stable. la voiture coûte de plus en plus cher. On a bien sûr l'influence des prix du carburant qui chaque année plombe le budget des ménages, surtout les ménages les plus modestes, qui n'ont pas forcément, eux, quand ils habitent en zone rurale, quand ils habitent en banlieue, quand ils habitent dans les petites villes, n'ont pas obligatoirement la possibilité de se reporter sur un autre mode de transport. Et donc on l'a, effectivement, ce sont des déplacements souvent contraints et c'est une charge qui est de plus en plus lourde pour les 36 millions d'automobilistes. Et là encore, vis-à-vis des autres automobilistes européens, comment se positionne la France? Alors, je crois que sur ce terrain-là, on est pratiquement dans un mouchoir de poche. Il y a des différences qui peuvent encore être importantes en matière de prix du carburant sur certains. Je suppose qu'un conducteur luxembourgeois a quand même un budget beaucoup plus restreint. Voilà, mais sachant qu'il y a des variations, c'est-à-dire qu'à certaines époques, le conducteur allemand a envie de venir en France. À d'autres époques, c'est le conducteur français qui va en Allemagne. Au Luxembourg, c'est pareil. Donc les variations existent au fur et à mesure du temps. Il y a des achats d'opportunités, bien sûr, qui se font. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur les questions de politique fiscale au sens large. Il faut que la mobilité de nos concitoyens, qui est assurée à 83% par la voiture, il faut quand même le savoir, à l'heure actuelle en France, il faut que cette mobilité reste accessible à tous pour un budget raisonnable. Alors, mobilité, vous avez lâché le mot justement, et ça va nous amener à notre troisième thème, le guide de la mobilité responsable. C'est un nouveau guide que vient de lancer l'Automobile Club Association. Qu'est-ce que ça veut dire être un acteur de la mobilité responsable? C'est tout simplement prendre en compte, on va dire, l'ensemble des éléments de la mobilité. C'est à la fois dans le choix du véhicule, privilégier effectivement un véhicule adapté à ses besoins, penser au covoiturage, penser à l'autopartage, donc qui sont de nouveaux modes de partage de véhicules, d'utilisation du véhicule, penser à l'utilisation d'autres modes quand on est effectivement en ville et qu'on a des déplacements très courts à faire. Pourquoi ne pas penser à d'autres modes? Il y a également en nous tous les éléments importants concernant le véhicule, son entretien. On oublie complètement qu'un entretien du véhicule, c'est de l'efficacité énergétique importante, donc des coûts de carburant en moins. On peut penser à l'éco-conduite. On donne un certain nombre de conseils, de pistes, de formation en matière d'éco-conduite. On oublie souvent qu'appliquer des principes d'éco-conduite, se former à l'éco-conduite, pour un particulier, c'est entre 15 et 20% de gains de carburant. Et ceci sans rouler plus lentement et sans se traîner sur la route, mais en roulant tout à fait normalement, simplement en appliquant des principes tout simple. Alors là justement, j'ai sous les yeux le guide de la mobilité responsable que vous venez de publier. Et si on va page 6, pour être très précis, il y a adopter une conduite écologique, c'est-à-dire par des petits gestes très simples, sans se forcer, on peut baisser sa consommation de carburant et devenir, on va dire, un conducteur éco-responsable. Bien sûr, et c'était aussi une réponse aux questions de prix du carburant. Aujourd'hui, on se rend compte que pour un conducteur moyen, arrive à économiser 15% de son coût en termes de carburant. Pour des entreprises, ça peut être absolument essentiel. Vous pensez à des flottes qui peuvent monter à 20% d'économie, voire plus, sur leur coût de carburant. C'est énorme. Nous sommes des formateurs en matière d'éco-conduite parce que nous croyons qu'améliorer l'efficacité énergétique, c'est un excellent moyen d'avancer pour contenir, on va dire, les évolutions du budget. Un exemple pour réduire sa consommation, c'est lever le pied de l'accélérateur? Oui, c'est-à-dire qu'il y a énormément de conseils. En réalité, c'est très difficile, sans se former à l'éco-conduite, de réagir seulement par rapport à des conseils qu'on peut lire dans une brochure. On donne quelques indications, mais réellement, il faut une formation pour mesurer, pour avoir anticipé le passage des vitesses,
réduire effectivement ces accélérations à l'approche, anticiper énormément les flux de circulation. Bref, un certain nombre de choses que nous enseignons et qui manifestement produisent ces effets. On voit les entreprises qui nous rejoignent au niveau de Auto Club pour apprendre à leurs chauffeurs comment économiser carburant, parce qu'il y a un effet extrêmement sensible sur la note de carburant finale. C'est aussi vrai pour les automobilistes particuliers. Si je veux devenir adhérent de l'Automobile Club Association et pour bénéficier de tous ces avantages que vous proposez, on rappelle un site internet et puis le coût de l'adhésion? C'est selon les prestations que souhaite la personne, mais c'est à partir d'une quarantaine d'euros. Et toutes les informations sont bien sûr sur notre site, le www.automobileclub.org. Christian Choly, je vous remercie en tout cas de nous avoir rejoints ici au Mondial de l'Automobile de Paris, ici sur notre stand de l'ASFA. Ça va? Le coup de klaxon du jour est adressé à une marque que je ne citerai pas. En effet, je vais assumer ma part de féminité qui est en moi et faire, on va dire, allez, je vais faire ma chienne de garde. Vous savez, ces féministes toujours prompts à crier au loup à la moindre publicité de fromage blanc dans laquelle se tendine une jolie fille courte vêtue. Alors, dans le monde de l'automobile, on le sait, il est tout à fait impossible de présenter une voiture sans justement la jolie jeune fille en question. Eh ben oui, sinon la voiture, il paraît qu'elle ne démarre pas ou quelque chose dans ce genre-là. Comme la jolie blonde à la télé qui accompagne celui qui parle tout le temps, elle sert de pot de fleurs. Oui, j'assume. Eh bien, une marque de voiture a pris l'expression au pied de la lettre. Il y a sur le devant de leur stand pavillon numéro 4, deux jeunes filles perchées à 5 mètres du sol sur une plateforme montée sur un pied en ferraille. Mais on ne voit pas leurs jambes qui sont prises dans une sorte de grande jupe plastique. On ne voit que le haut du corps. Elles sont littéralement devenues un pot de fleurs. Alors, on pourrait se demander à quoi cela peut servir. À vendre les voitures, monsieur, je m'aurais certainement répondu. Peut-être l'une de ces jeunes filles qui, elle, a le droit de parler aux visiteurs. Remarquez, parler à une fille à 5 mètres du sol, ce n'est guère pratique. Et c'est dommage parce que j'aurais préféré vous parler des nouveaux modèles de cette marque et de leur nouveau logo plutôt que de jolies jeunes filles en fleurs. De leur côté, qu'en pensent les visiteurs du salon de ces jeunes filles perchées à 5 mètres du sol? Réaction. Au début je trouvais ça sympathique et en fait à force je me dis qu'on est toujours obligé de mettre des femmes en maillot de bain pour vendre des voitures en fait. Donc première impression positive mais faut pas trop regarder trop longtemps je pense. C'est super, très agréable à regarder. Très original. Après voilà, j'ai jamais vu ça donc très original, très chouette. Et on va poursuivre avec la plus belle fleur de la rédaction d'Autoroute Info, Anne-Sophie Connefal. Belle fleur, quel est le programme? Et merci Florent, justement vous me rassurez parce que j'avais vraiment l'impression de faire pot de fleurs à vos côtés puisque vous avez parlé tout le long de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Me voilà rassurée, l'émission Plein Phare sur le thème de ma voiture et moi continue et on se retrouve à 16h, cette fois-ci sur le stand APRR avec Patrick Bocardi. Et puis, bien entendu, si vous avez des interrogations sur ce mondial de l'auto, si vous souhaitez réagir aux propos de nos invités ou encore nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur le site www.autorouteinfo.fr ou rejoignez encore, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux @ ou hashtag Autoroute Info. Cette émission a été réalisée par Alexandre Bardet avec la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro.